devenir un film culte sur la paranoïa contemporaine, The Truman Show a d'abord été une page. Oui, une simple page, griffonnée en mai 1991 par un scénariste alors inconnu du grand public, Andrew Niccol. À l'époque, son projet s'appelait The Malcolm Show et avait des allures de thriller de science-fiction sombre, bien plus grinçant que la version qu'on connaît aujourd'hui. L'action se déroulait même à New York, loin du décor aseptisé de la banlieue américaine parfaite qu'on retrouvera plus tard à l'écran. Niccol, qui voulait frapper fort avec une idée originale, partait d'un constat simple mais universel. Cette impression parfois troublante que notre vie n'est pas totalement réelle. Il dira plus tard que tout le monde s'est déjà demandé s'il n'avait pas été adopté. Et c'est un peu ce même vestige identitaire qu'il a voulu explorer ici, mais à l'échelle d'une grande émission de télévision. 1,7 milliard de téléspectateurs étaient là pour sa naissance. Le monde entier a retenu son souffle pour ce baiser volé. Toute la vie d'un homme, captée par un réseau de plus en plus dense de caméras cachées, le Truman Show. En 1993, son scénario attire l'attention du très influent producteur Scott Rudin, qui l'achète pour plus d'1 million de dollars. Paramount accepte de distribuer le film et l'idée initiale est de laisser Niccol réaliser lui-même ce qui aurait été son premier long métrage. Mais voilà, avec un budget estimé à 80 millions de dollars, les studios prennent peur. Ils considèrent que le projet est trop ambitieux pour un novice. Résultat, on lui file un gros chèque supplémentaire pour le convaincre de céder la place. À partir de là, la valse des réalisateurs commence. Brian De Palma est un temps intéressé, mais il quitte finalement le projet. Ensuite défilent des noms prestigieux, Tim Burton, Sam Raimi, Terry Gilliam, David Cronenberg, Barry Sonnenfeld et même Steven Spielberg. Bref, la crème des années 90, mais aucun ne se retrouve pleinement dans le ton du film. Finalement, c'est Peter Weir qui décroche le poste début 1995. Ce choix, validé sur recommandation directe de Niccol, change tout. Weir, le réalisateur australien à qui l'on doit Le Cercle des Poètes Disparus ou Witness, veut une approche plus douce, plus ironique, presque légère. Il trouve le script de Niccol trop sombre, presque déprimant, et veut au contraire que le public comprenne comment une émission aussi tordue a pu fasciner des spectateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mes amis, quelle semaine. Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas décroché un seul instant. Le metteur en scène ne se contente pas de retoucher le script. Il pousse le scénariste à en réécrire 16 versions jusqu'à juger le tout prêt à tourner. De son côté, lui-même rédige un livre romancé sur l'univers de la série fictive du film, imagine des biographies détaillées pour les personnages et encourage tous les acteurs à faire de même. Il veut que ce monde paraisse réel, ou plutôt trop réel. Tout le monde sait tout sur toi, ce sont des simulateurs, Truman, tu comprends? Ils jouent la comédie en permanence. Un faux monde qui ressemble à une pub vintage des années 50. Je vais te préparer une bonne tasse de mon cocoa. Le cacao naturel entièrement récolté à la main sur les pentes du mont Nicaragua, sans édulcorant de synthèse. Et pour incarner Truman Burbank, Weir a un nom en tête, Jim Carrey. À l'époque, l'acteur enchaîne les succès comiques. Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber, le public l'adore mais le considère surtout comme un comique cabotin. Lui, justement, cherche à sortir de ce moule. Il est immédiatement séduit par le rôle, au point de l'accepter plus vite que n'importe quel autre de sa carrière. Il baisse même son cachet habituel de 20 à 12 millions de dollars pour pouvoir jouer dans le film. Mais il y a un hic. L'acteur est déjà pris sur Disjoncté, puis Menteur. Mais le réalisateur décide quand même d'attendre un an. Il estime que Carrey est le seul capable de donner à Truman ce mélange d'innocence, d'humour et de doute existentiel. Et il a raison. Ah, et au cas où on ne se reverrait pas, une bonne soirée et une excellente nuit. Pour donner vie à The Truman Show, Peter Weir voulait un décor qui évoque immédiatement une idée de perfection, presque dérangeante. Il a d'abord envisagé de tourner dans l'est de la Floride, mais aucun paysage ne lui semblait correspondre à la vision qu'il avait en tête. C'est finalement sa femme, la costumière Wendy Stites, qui lui souffle une idée inattendue, une petite communauté planifiée du nom de Seaside en Floride. Et là, coup de foudre immédiat. Seaside ressemble à une ville sortie d'un catalogue des années 50. Maisons colorées, rues impeccables, ambiance figée dans le temps. C'est ce lieu qui servira de décor à Sea Haven, la ville-monde dans laquelle vit Truman sans savoir qu'il est observé. Explique-moi s'il te plaît. Oui. Je pense que tu es dans le coup. Des bureaux de production s'installent sur place et même la maison de Truman est une vraie maison appartenant à la famille d'un certain Matt Gaetz, qui deviendra plus tard une figure politique controversée aux États-Unis. Le reste du tournage s'est partagé entre la Floride et les studios Paramount à Los Angeles. Côté visuel, l'équipe s'inspire de cartes postales vintage, de peintures de Norman Rockwell et même des publicités télé des années 50.
Les intérieurs sont très éclairés, les comédiens regardent souvent la caméra, les poses sont figées. Weir voulait qu'à chaque plan, le spectateur sente que tout est à vendre. Rien n'est naturel, même pas un sourire. La préparation est minutieuse. Laura Linney, qui joue l'épouse de Truman, ou plutôt l'actrice jouant l'épouse de Truman, étudie des poses de mannequins d'époque dans des catalogues pour rendre son personnage aussi lisse que possible. C'est très gentil. Mais sinon, tout ne s'est pas passé comme prévu. À l'origine, Dennis Hopper avait été engagé pour incarner Christophe, le créateur du show. Il commence même à tourner, mais au bout de 2 jours, il est remercié. Officiellement, on parle d'un différend créatif. En réalité, un accord entre Weir et le producteur Scott Rudin stipulait que si l'un des deux n'était pas convaincu par la performance de Hopper, il serait remplacé. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Plusieurs acteurs refusent le rôle après ce départ précipité, jusqu'à ce qu'Ed Harris accepte de relever le défi. Il rencontre l'équipe à Malibu, propose même de jouer Christophe avec une bosse dans le dos, idée vite abandonnée par Weir, et s'implique immédiatement dans le projet. Harris donne au personnage une forme de calme glaçant, presque paternaliste, qui tranchera fortement avec l'énergie de Jim Carrey. Écoute-moi, Truman. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Et Carrey, justement, n'est pas qu'un acteur dans ce film. Il s'investit énormément dans son personnage, propose des idées, improvise certaines scènes, comme celle du miroir où il parle à lui-même. Le tournage débute officiellement le 9 décembre 1996. Dès les premières scènes tournées, le réalisateur impose une règle claire. Tout doit sembler filmé depuis une caméra cachée. À l'image du concept même du film, le cinéaste veut que le spectateur ressente ce regard permanent qui plane sur Truman. Résultat, les équipes techniques conçoivent plus de 1000 angles de caméra, disséminés dans des miroirs, des murs, des radios, des lampadaires. Certains figurants reçoivent même des instructions en direct via des oreillettes pour déclencher un sourire ou traverser la rue au bon moment. Ce n'est plus un tournage classique, c'est une véritable simulation. Et parfois, la frontière entre fiction et réalité se brouille dangereusement. Lors de la scène finale en pleine mer, alors que Truman affronte une tempête, Jim Carrey, trempé et vêtu d'un pull en laine devenu très lourd, est pris dans un véritable moment de panique. Envoyez la foudre. Christophe, le monde entier nous regarde, on va tout de même pas le laisser mourir en direct. Coincé sous l'eau, il tente de signaler qu'il ne joue plus, qu'il étouffe réellement. Le hic, c'est que les techniciens pensent qu'il improvise encore. Il faudra quelques secondes de trop avant que les techniciens réalisent qu'il est en train de se noyer. Heureusement, plus de peur que de mal, mais l'expérience restera marquante pour le comédien. En coulisses, le metteur en scène pousse aussi très loin la construction de l'univers de The Truman Show. Il rédige ce qu'il appelle une bible de la série, une sorte de guide interne retraçant l'histoire fictive du programme, le passé de Truman, la montée en puissance du show, les règles de diffusion, et même les profils psychologiques des figurants. Et comme un clin d'œil discret à cette main invisible qui orchestre la vie de Truman, on peut apercevoir dans la salle de contrôle un pianiste en train de jouer. C'est Philip Glass, compositeur de plusieurs morceaux du film, qui incarne ce rôle symbolique. Une figure de l'ombre qui, tout en musique, manipule l'émotion. Le tournage s'est terminé en avril 1997 et les équipes se lancent dans la post-production. C'est une étape un peu particulière car les effets visuels, bien que discrets, jouent un rôle essentiel. L'année 1997 marque une transition dans le monde des effets spéciaux. Beaucoup de studios se tournent alors vers les images de synthèse. Donc, l'équipe du long métrage a utilisé des images de synthèse pour agrandir artificiellement les bâtiments du centre-ville. Le rendu n'a pas besoin d'être totalement réaliste. L'idée est justement que tout paraisse légèrement faux, un peu trop propre pour être vrai. Même les maquettes numériques intègrent des imperfections contrôlées pour simuler l'illusion d'une ville vivante, mais formatée. Quand le film sort en juin 1998, le public ne sait pas trop à quoi s'attendre. Jim Carrey dans un rôle plus sérieux ? Un film sur un mec enfermé sans le savoir dans une télé-réalité ? Sur le papier, ça peut ressembler à une comédie absurde. Et pourtant, c'est un choc. Jim Carrey, The Truman Show. Watch what happens. Avec un budget de finalement 60 millions de dollars, cette comédie dramatique rapporte plus de 260 millions de dollars. La presse salue unanimement le film, qui mélange satire, émotion et réflexion avec une précision redoutable. On parle d'un long métrage visionnaire qui anticipe l'essor des émissions de télé-réalité, des réseaux sociaux et même cette sensation moderne d'être observé en permanence. À peine un an plus tard,
Big Brother débarque sur les écrans européens, puis Love Story, Secret Story et toutes leurs déclinaisons, malheureusement. 11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras. Mais The Truman Show, c'est plus que ça. Le film devient une métaphore existentielle. Est-ce qu'on vit vraiment notre vie? Ou est-ce qu'on se contente de jouer un rôle? Est-ce que notre environnement est libre ou déjà programmé? Est-ce qu'on est sincère ou bien en train de performer pour un public invisible? Ces questions prennent une résonance particulière à l'aube du XXIe siècle. Jim Carrey reçoit des éloges mérités pour sa performance nuancée, loin des grimaces habituelles. Il remporte un Golden Globe, mais ne sera même pas nommé aux Oscars, une décision encore discutée aujourd'hui. And the winner is Jim Carrey. Ed Harris est lui aussi salué pour son rôle glaçant de marionnettiste divin. Plus de 25 ans après sa sortie, The Truman Show continue de résonner avec une force troublante. Ce qui aurait pu n'être qu'une satire originale sur la télé-réalité est en réalité devenu l'un des films les plus prophétiques de son époque. À travers le parcours de Truman Burbank, ce personnage naïf mais terriblement humain, Peter Weir et Andrew Niccol ont posé des questions qui n'ont cessé de gagner en importance. Sommes-nous libres de nos choix? Sommes-nous sincères dans notre quotidien? Ou sommes-nous simplement en train de jouer un rôle, conditionné par ce que les autres attendent de nous? À sa sortie en 1998, le film anticipait déjà des phénomènes encore balbutiants. Les caméras omniprésentes, le besoin d'exposition, la confusion entre l'intime et le spectacle. Mais évidemment, le long métrage va encore plus loin. Il ne parle pas simplement de voyeurisme ou de contrôle. Il parle du courage qu'il faut pour ouvrir les yeux, pour franchir la porte, même quand tout semble confortable, même quand le monde entier vous dit que c'est trop risqué. Dis quelque chose, bon sang, on passe en direct à la télévision. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. La dernière image de Truman, quittant son monde de carton-pâte, saluant le public qu'il ne connaît pas, est devenue emblématique. Elle incarne ce moment de bascule entre la fiction rassurante et la vérité incertaine. Un appel à l'éveil qui continue de toucher les spectateurs génération après génération. Et c'est là peut-être la véritable force du film. Il n'a rien perdu de sa pertinence. À l'heure où l'on partage nos repas, nos pensées, nos visages et nos émotions en ligne, à l'heure où l'on se met en scène parfois sans même s'en rendre compte, The Truman Show n'est plus une fable exagérée. C'est un miroir, un avertissement doux amer, plein d'humour, de poésie, mais aussi d'une lucidité implacable. Alors oui, The Truman Show est une œuvre culte, pas seulement pour son concept brillant, ni pour la performance impeccable de Jim Carrey, ni même pour sa mise en scène millimétrée. Il est culte parce qu'il nous interroge, parce qu'il nous dérange, parce qu'il nous pousse nous aussi à chercher la sortie. Jim Carrey et Ed Harris ne se sont en réalité jamais croisés sur le tournage, pas une seule fois. Leurs personnages sont pourtant liés à une tension incroyable, comme un père et son fils spirituel, mais tout ça a été joué à distance. Ed Harris a même rejoint la production alors que Carrey avait déjà tourné la plupart de ses scènes. Finalement, cette séparation involontaire renforce encore plus le message du film, le créateur et sa création ne peuvent jamais se rencontrer parce qu'ils n'appartiennent pas au même monde. Pour la scène du miroir, ce qu'on sait moins, c'est que Jim Carrey a tourné plusieurs versions totalement improvisées. Dans certaines prises, il dessinait sur le miroir, faisait des grimaces, inventait même des personnages avec de la mousse à raser. Peter Weir a trouvé ces moments tellement sincères qu'il en a gardé une partie au montage. Ce petit passage est en fait un résumé parfait de tout le film. Un homme enfermé, mais qui parvient quand même à garder son imagination et son humour. Même le nom de Truman Burbank n'a rien d'un hasard. Truman signifie littéralement l'homme vrai, celui qui cherche l'authenticité dans un monde de mensonges. Et Burbank, c'est la ville des studios de télévision en Californie. Son bateau, la Santa Maria, fait référence à Christophe Colomb et à la découverte d'un nouveau monde. En un sens, Truman c'est un explorateur moderne. Il quitte la terre plate de son illusion pour aller voir ce qu'il y a derrière le décor. Un petit détail que peu de spectateurs remarquent, Truman prend des comprimés de vitamine D, et c'est logique puisqu'il ne voit jamais le vrai soleil. Toute sa lumière vient de projecteurs géants, comme s'il vivait dans un jour éternel, mais artificiel.
Ce simple geste en dit long. Même dans un monde parfait, quelque chose d'essentiel lui manque. Le film a fini par dépasser la fiction. Il existe aujourd'hui un trouble psychiatrique appelé le Truman Show Delusion, où certaines personnes sont convaincues que leur vie est une émission de télé. Elles pensent être observées, manipulées et cherchent les caméras cachées chez elles. C'est à la fois fascinant et inquiétant parce que ça prouve à quel point le film a touché quelque chose de très profond dans notre rapport à la réalité. Et voilà, c'est tout pour The Truman Show. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.